On a ces images de la soirée, Guillaume, de ces effectifs qui ont été déployés dans le quartier de Maurepas. La CRS 82, sa mission, c'est le maintien de l'ordre? Oui, enfin, et la lutte contre les violences urbaines et au cas d'espèce, tenir des quartiers sensibles, empêcher le deal de prospérer. En fait, ça fait partie de ces CRS dites de nouvelle génération. Si vous en souvenez, en 2020, il y avait eu des affrontements assez violents intercommunautaires dans le quartier des Grésilles à Dijon. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était encore Christophe Castaner, avait retenu une idée du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, d'avoir des CRS un peu augmentés. Donc on a commencé par la CRS numéro 8. En fait, le pays compte une soixantaine Mm. de CRS, qui est basée à Bièvre, qui a été cette première CRS de nouvelle génération. Et ensuite, on en a installé une par zone de défense. Donc 81, 82, 83, 84. La 81 étant du côté de Marseille, la 84 du côté de Montauban. Là, on parle de la 82 qui couvre le Grand Ouest et la Bretagne. Mhm. Et donc, ces CRS ont pour vocation, quand il y a une situation critique, d'aller dans certains quartiers et de tenir ces quartiers. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'antalgique pour quelqu'un qui est malade. Ça va pas le guérir, mais ça peut apaiser les souffrances pendant quelques temps. Bah, Donc on c'est est la même chose. présent et éventuellement on intervient si nécessaire. Oui, on tient le terrain. En Mm. fait, la simple présence fait que, d'abord, la violence diminue, et ensuite, que le trafic diminue. Parce que vous ne pouvez naturellement pas faire commerce de la drogue sous les yeux de cette CRS. Puis ce sont des gens qui physiquement sont assez affûtés, qui courent vite, qui ont des capacités d'interpellation, qui ont des moyens adaptés. Donc, le temps qu'ils sont là, ça apaise les choses. Alors évidemment, vous ne pouvez pas les laisser Éternellement. éternellement. Ouais. Généralement, ils se déploient pour 2 semaines. Après, il y a des systèmes de rotation qui peuvent permettre de tenir un peu plus dans la durée, mais ils ont vocation à repartir. Justement, que sait-on, Guillaume, du père de famille? On sait qu'il est connu défavorablement des services de police et de justice pour des faits de trafic de stupéfiants. Et en fait, dans ce quartier-là, il y avait eu une fusillade très, très peu de temps avant. Alors, est-ce que c'est la conséquence directe? En tout cas, c'est un quartier, le quartier d'où il est originaire, le quartier de Maurepas, qui est lui aussi défavorablement connu pour le trafic de stupéfiants. Son véhicule a été pris en chasse dans ce quartier-là par des individus qui venaient de ce quartier et qui ont ouvert le feu sur lui. Donc, la première orientation de l'enquête, après les constatations, c'est le trafic de stupéfiants comme la cause de ce déchaînement de violence. Parce que quand vous en arrivez à tirer à l'arme de guerre, parce que ce sont des étuis de calibre 7,62 qu'on a retrouvés, donc ce sont des kalachnikovs qui ont été utilisés vraisemblablement. Quand vous tirez à l'arme de guerre sur un véhicule dans un quartier pour régler vos comptes, c'est souvent lié au trafic de stupéfiants. Mm. Donc le passé du père, plus le contexte, plus le mode opératoire, fait que les enquêteurs ont quand même une bonne et solide première orientation. Guillaume Fard, à quoi est due cette extension du narcotrafic dans plus de quartiers et partout sur le territoire? À l'augmentation de la consommation. Parce que ça aussi, il faut le dire. Je crois qu'on ne le dit pas assez. Et le dire d'autant plus dans une semaine où un député consommateur a pu être présenté comme victime de sa toxicomanie. Sans doute l'est-il, mais il n'y a pas que cela. Les consommateurs ne sont pas que les victimes de leur toxicomanie. Et s'il ne faut pas minorer le volet santé publique, il ne faut pas tout réduire à cela. Les consommateurs s'inscrivent aussi dans un système où la consommation attire le trafic et nourrit le trafic, et le trafic nourrit la consommation. Ça avance sur deux jambes. Et donc, il faut lutter aussi sur deux jambes. Il faut lutter en sanctionnant le consommateur, et en le sanctionnant sans doute davantage, parce que la France fait partie des pays qui, au sein de l'Europe occidentale, se distinguent par le volume de consommation. Ça génère 3,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est l'équivalent du marché des fleuristes en France. Enfin, il faudrait imaginer, enfin, je ne veux pas d'ailleurs donner une métaphore Mm. qui serait d'ailleurs péjorative pour ce commerce tout à fait honnête, mais c'est ça que ça veut dire. C'est 250 000 personnes qui, au quotidien, vivent du trafic de stupéfiants. D'où sortent-ils leur argent? Des consommateurs. Qui paye?
Qui achète la drogue? Les consommateurs. Donc on est sur un système qui est en train effectivement, par certains aspects, de déstabiliser pas seulement le ministère de l'Intérieur, pas seulement les services de justice, mais aussi l'économie. Parce que l'argent qui est blanchi, il n'est pas blanchi à l'étranger. Enfin, je veux dire, oui, il y a une part des trafiquants qui partent à Dubaï ou dans d'autres États. Mais l'argent, il est d'abord blanchi en proximité, dans des commerces, dans des petites échoppes, dans des établissements de nuit. Et tout cela fait que cet argent corrompt des personnes, corrompt des agents d'administration, corrompt des agents d'administration pénitentiaire aussi. Et, et donc, c'est là qu'il faut porter l'effort sur les trafiquants et sur les consommateurs. Mais ça voudra dire qu'il faudra une politique pénale sans doute réajustée. On parle d'une loi à venir qui permettrait de mieux prendre en compte la protection des témoins, les repentis, un parquet spécialisé, jugé différemment avec des cours d'assises, peut-être elles aussi spécialement composées. Et il y a la question du renseignement. Sans service de renseignement criminel dédié, rénové et équipé aussi sur le plan technique, parce que beaucoup des conversations des trafiquants passent sur des réseaux sociaux cryptés, des chaînes cryptées, des applications numériques cryptées qu'on a du mal, évidemment, à écouter. La drogue, c'est pas que les points de deal, c'est aussi la livraison à domicile, parce qu'il y a effectivement des personnes qui, socialement, sont d'ailleurs les moins favorisées, qui se rendent sur les points de deal, avec la dimension interlope que cela comporte, mais il y a ceux qui se font livrer à domicile, pour la consommation qui est plus bourgeoise. Mais elle est pas moins criminelle, cette consommation. Et donc, quand vous faites livrer à domicile, vous utilisez des applications numériques. Et Telegram en fait partie. Et Telegram permet d'aller sur des boucles de discussion à proximité de chez vous et de trouver de la drogue. Et c'est difficile pour les enquêteurs d'aller dans cet univers-là. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi envisager un service de renseignement dédié. Donc en fait, c'est une politique publique globale. Et dans les années 2010, on a su faire ça pour lutter contre l'islamisme radical. C'est un autre sujet, mais ça a fonctionné. Une réforme du renseignement, un cadre législatif adapté, des moyens techniques performants. Donc on peut le dupliquer, c'est tout à fait envisageable. Mais ça ne sera pas possible si on ne sanctionne pas aussi et parallèlement le consommateur, et si certains trouvent des excuses à la consommation. Non, la consommation s'inscrit dans un système qui est celui du trafic de stupéfiants. Guillaume, on va rappeler de quoi il s'agit sur cette vidéo de la DZ Mafia. Oui, en fait, c'est que il y avait un très jeune adolescent qui avait commis un meurtre. Il avait tué un chauffeur VTC, répondant aux injonctions d'un homme qui était lui-même en détention et qui l'avait incité à agir. Le tout en se revendiquant de la DZ Mafia, qui est une des mafias qui tient le trafic de stupéfiants dans certains quartiers de Marseille. Et certains de ses membres avaient ensuite publié une vidéo sur les réseaux sociaux, tous grimés, tous en noir, les voix déformées informatiquement, pour dire qu'ils n'étaient pas responsables et que s'ils voulaient régler leur compte, ils avaient d'autres moyens de le faire. Bon, il faut aussi rappeler qu'après la diffusion de cette vidéo, plusieurs dizaines d'entre eux ont été interpellés et qu'une partie est en détention à l'heure où on se parle. Il ne faut pas laisser à croire qu'à Marseille, on ne lutterait pas efficacement contre le trafic de stupéfiants. Je rappelle simplement que le nombre d'homicides sur fond de trafic a été divisé par 2 entre l'année dernière et cette année. Et on le doit au fait que beaucoup des trafiquants sont enfermés à l'heure aussi où on se parle. Alors tout n'est pas parfait à Marseille, loin s'en faut, mais des efforts considérables sont faits et il y a certains résultats. Il faut aussi les souligner. Après, de là à dire qu'il faut déclarer la guerre au trafic de stupéfiants, d'abord la guerre... C'est trop fort. Les mots ne sont pas justes. C'est en Ukraine et au Liban, la guerre. Ça, c'est la guerre. Avec des armées engagées, avec des gens qui meurent dans le cadre d'un conflit. La lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est une affaire sérieuse. Il n'y a pas besoin d'exagération verbale. Chacun comprend qu'il faut mener ça avec la plus grande détermination, sans qu'on vienne chercher des superlatifs, comme on a pu encore les lire dans le tweet de Bruno Retailleau. Mais concernant ce trafic-là, les déclarations de guerre, on en entend depuis Michel Poniatowski sous Giscard. À Marseille, ça fait plus de 50 ans qu'il y a un problème de trafic de stupéfiants, avec des accalmies relatives. À cet égard,
le tout début des années 1990, après le démantèlement de la French Connection à la fin des années 1980, dans le cas spécifique de Marseille, a pu être une accalmie relative. Puis à partir du milieu des années 90, c'est hélas reparti, avec des changements de mafia. On est passé des Napolitains aux Corses, des Corses aux Maghrébins. Des Z-Mafia, c'est une référence explicite à l'Algérie. Donc il y a une cyclicité, il y a des vagues, mais il y a aucune fatalité. Et il y a une capacité de lutter si on s'en donne les moyens sur le plan humain, sur le plan législatif, sur le plan technique. Ça implique de réformer la chaîne pénale en partie, de créer un service de renseignement criminel, je l'ai dit. Et enfin, il y a cette question centrale qui est celle du consommateur. Parce que depuis qu'il y a du trafic de stupéfiants en France, il y a des consommateurs. Sans consommateurs, il n'y a pas de trafic.